Je suis chrétienne, bourgeoise et mariée avec une femme. Alors ça, c'est extrait de ton livre, Marie-Clémence Bordet-Nicaise, ton livre qui s'appelle « On ne choisit pas qui on aime » aux éditions Flammarion. Je suis sûr à la maison que vous avez très bien compris le thème de l'interview en toute intimité d'aujourd'hui. Alors je reprends. Déjà, bonjour. Bonjour Sam. Je suis chrétienne, bourgeoise et mariée avec une femme. Alors, je vais te dire comment je l'ai analysé. Et tu vas me dire si tu es en adéquation avec mon analyse. C'est comme si ces trois spécificités étaient distinctement chacune un problème, et comme si associer toutes les trois ensemble, ces trois spécificités devenaient un gros problème. En fait, chacune de ces spécificités est un problème pour une partie de la population et pas forcément la même, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont une image hyper caricaturale des chrétiens, il y en a qui ont une image très caricaturale des bourgeois, et il y a des gens qui ont une image très caricaturale des couples homosexuels. Donc en gros, j'ai pris un peu tout ce qui pouvait gêner les gens et j'ai condensé ça en une personne, voilà. Chrétienne, est-ce que c'est une tare? Non, je crois pas. Après, beaucoup de gens ont une image... ouais, comme je disais, caricaturale, ou en tout cas sont pas à l'aise avec cette idée des chrétiens. On a une image hyper BCBG, la vie est un long fleuve tranquille, enfin tu vois. Alors qu'en fait, il y a toutes sortes de chrétiens et que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est forcément intégriste, qu'on est forcément homophobe, raciste, etc. Tu vois. Comment est-ce qu'elle est vue l'homosexualité, justement, dans la religion chrétienne, de par ton expérience? Alors moi, j'ai vraiment été élevée effectivement dans la religion même catholique. J'allais à l'église tous les dimanches petite. J'étais même dans une école privée catholique avec des religieuses enfants, tu vois, donc vraiment un peu dans l'extrême. Et chez moi, on parlait très très peu de l'homosexualité. En fait, c'était pas un sujet carrément, tu vois. Les gens évitaient ce sujet-là. Oui, mais si tu étais par exemple derrière ton écran de télévision avec tes parents, il devait y avoir des sujets aux informations, Ouais. dans des films. Alors par exemple, la Gay Pride chaque année. Alors surtout la Gay Pride d'il y a 20 ans, parce qu'elle a quand même beaucoup évolué, la Gay Pride d'il y a 20 ans. Forcément, j'en entendais pas que du bien quand t'avais des mecs déguisés en bonne sœur, en train de s'embrasser sur des chars, etc. Ça créait un malaise en fait. Et c'est vrai que l'homosexualité, chez moi, on en entendait parler comme pas comme une maladie, mais forcément, ce que j'entendais, c'est la personne a dû avoir un traumatisme à un moment dans sa vie, dans son enfance, le manque d'un père, le manque d'une mère, je ne sais pas, qui fait qu'à un moment, il ou elle est devenu homosexuel. Donc il y avait quand même beaucoup de préjugés là-dessus. Donc au sein de ta famille, de tes proches, tu n'entendais pas parler de maladie? Pas directement. Après, la nuance, elle est toujours... Elle est toujours hyper fine, tu vois, et parfois, si tu pousses un peu, oui, peut-être qu'au fond, ils pensent que c'est une maladie, mais en tout cas, dans les propos qui étaient tenus ouvertement et publiquement, non, c'est pas une maladie, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Par contre, on n'a pas envie que ça arrive chez nous, tu vois. Et toi, si tu fais un bond dans le passé, qu'est-ce que la petite Marie-Clémence ressentait à ce moment-là, quand elle entendait des discours de ce type, de sa propre famille? Bah, je me disais... En fait, j'avais l'impression que c'était vraiment quelque chose qui ne me concernait pas et que jamais je serais concernée par ça. Je n'avais personne dans mon entourage, dans mes amis, etc., qui étaient homosexuels ou en tout cas qui se revendiquaient comme tels, tu vois. Donc, je me disais juste, c'est un monde à part qui ne fait pas partie du mien. Je leur souhaite pas de mal, mais c'est vraiment deux mondes différents. Et à ce moment-là, donc, plus jeune, tu ne te sentais pas lesbienne? Pas du tout, non. Moi, j'étais... j'ai toujours fréquenté des garçons. Enfin, quand j'étais au collège, je suis sortie avec des garçons, au lycée aussi. À 17 ans, je me suis mise avec un mec. On est restés 5 ans ensemble et j'allais faire ma vie avec lui. À aucun moment, je me suis dit qu'il pouvait y avoir un plan B, en fait. Il n'y avait qu'un plan A, c'était me marier avec un homme et faire ma vie avec lui. Un garçon qui était même très accepté par ta famille. Oui, très vite, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai vraiment aimé, en plus, sincèrement. Et il venait d'un milieu qui était hyper similaire au mien, donc tout semblait en fait absolument parfait, tu vois, cette petite vie parfaite, bourgeoise, catho, que je m'étais dessinée comme la seule option possible pour ma vie. Tout se passait comme il fallait. Je rencontrais un mec dont j'étais vraiment amoureuse, qui avait envie de se marier, nos parents s'appréciaient, ils allaient à l'église ensemble le dimanche, enfin, c'était parfait sur le papier. Donc ça veut dire que si je suis ton parcours, si je suis ton histoire, parce que j'en entends et j'aime entendre ces histoires-là, on ne naît pas forcément lesbienne, on ne naît pas forcément homosexuel. Ça, je saurais pas dire. Je pense qu'en tout cas qu'il faut jamais s'enfermer dans une case, en fait.
Tu vois, et souvent, je reçois des messages de gens qui me disent « Ah, je ressens de l'attirance pour une collègue, est-ce que tu crois que je suis lesbienne? Est-ce que tu crois que du coup, il faut que j'arrête de voir des mecs ?» Je dis « Mais, enfin non, à un moment, moi je suis ce qu'on appelle pansexuelle, c'est-à-dire que finalement, je me revendique pas comme lesbienne, je n'ai pas d'attirance que pour des femmes ou que pour des hommes, je suis attirée par des personnes, en fait. Tu vois, je suis tombée amoureuse d'une femme, je suis tombée amoureuse d'Aurore, il s'avère que c'est une femme. Tu vois, pour moi, c'était quasiment un détail, en fait. Après, il y a des personnes qui ont clairement une orientation sexuelle, mais je pense qu'il faut... on vit à une époque, aujourd'hui, on peut se permettre de ne pas se fermer de porte et puis de se laisser aller à l'amour, quoi, tu vois. Pansexuel, est-ce que c'est la nouvelle bisexualité? Bisexuel, en fait, il y a une vraie notion d'attirance sexuelle, tu vois. Et pour moi, quand on parle plus de pansexualité, moi, je suis plus attirée d'abord par une personne. Tu vois, c'est encore un peu différent, c'est-à-dire que Alors après, j'ai eu la chance d'être beaucoup en couple, et en tout cas, dans toutes les périodes où j'ai été en couple, j'ai jamais ressenti vraiment d'attirance pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc tu ne connaissais pas ce sentiment avant de rencontrer Aurore, Ouais. ton actuelle compagne, Ouais. avec laquelle tu es devenue maman, et que tu as rencontré il y a 9 ans. Là, ça va faire 12 ans 12 qu'on est ans, pardon. ensemble. Ouais. Donc avant Aurore, tu ne connaissais pas Tu ne savais pas ce qu'était la pansexualité, tu te doutais pas que tu étais pansexuelle. Non, pas du tout. Ouais, non, vraiment, pour moi, c'était... J'étais avec un mec, j'étais bien, j'étais heureuse et j'allais faire ma vie avec lui. Et a priori, j'étais plutôt attirée par les hommes. Mais quand même, très vite, tu vois, à l'adolescence, j'avais des copines qui étaient fans, je sais pas, d'un chanteur, d'un acteur, tu vois, qui bavaient devant des posters et tout. Moi, déjà, je ressentais pas d'attirance. Tu vois, je me disais pas, même pas pour des actrices non plus, en fait, Oui. tu vois. Je me disais pas, ah, cet acteur, il est trop beau, j'aimerais qu'on soit amoureux. Enfin, pas du tout, en fait. Je pense que dès le départ, finalement, avec le recul, je me dis que c'était déjà pas quelque chose qui m'intéressait au premier abord, tu vois. Tu te souviens comment tu es tombée amoureuse d'Aurore, ta compagne? Ouais, ça a été long. En fait, on s'est rencontrés il y a 12 ans dans le cadre du travail. J'étais jeune stagiaire. Alors, Aurore et moi, on a 8 ans d'écart, et on vient vraiment de deux mondes très, très, très différents. Pour le coup, moi, la caricature encore plus à l'époque, à 20 ans, bourgeoise, catho, qui débarque à Paris. Et Aurore, elle vient d'un milieu social très différent du mien. Elle a été élevée par ses grands-parents, elle s'est construite toute seule. Elle s'est toujours revendiquée comme lesbienne, hyper, hyper libre. Et en fait, on est devenus d'abord très, très amis. Et cette relation... Alors, Aurore est très vite rentrée dans un schéma de séduction parce qu'elle a assez vite été attirée par moi. Elle est partie de loin, parce que quand même s'attaquer à la petite stagiaire de 8 ans de moins qui est en couple avec un garçon bourgeoise catho, c'était pas facile. Mais à force, en fait, je me suis laissée séduire. Et en fait, au départ, c'était plus un jeu. Je me disais, ah, c'est rigolo, je sais pas, j'ai une femme qui a l'air attirée par moi, elle me cherche un peu, c'est marrant, j'aime bien jouer avec ça. Mmh. Et puis, en fait, les fois où elle laissait un peu de distance, et en fait, dans ces moments-là, c'était moi qui y retournais, quoi, parce que je me suis rendu compte que c'était pas que dans un sens, et qu'en réalité, moi aussi, j'avais besoin d'elle, et on est devenus, tu sais, comme les oiseaux, les inséparables, en fait, c'est vraiment fusionnel, inséparable. Ça t'a perturbée? Ça m'a perturbée, un peu, mais pas tant que ça. C'est ça qui est assez étrange, parce qu'en fait, j'avais l'impression, alors qu'à l'époque, j'étais même infidèle, c'est-à-dire que j'étais en couple, tu vois, je veux dire, je menais carrément une double vie, j'avais ma vie avec Aurore, et ma vie avec mon copain à l'époque, ma vie publique, tu vois, personne ne se doutait que... Aurore était cachée. Ouais, personne ne se doutait que j'avais une relation cachée avec une femme. Et bizarrement, j'avais pas l'impression d'être infidèle, tu vois. C'est-à-dire que je pouvais être bien plus mal à l'aise d'être draguée par un mec dans un bar où je me disais, oh là là, si mon copain était là... Mais par contre, bizarrement, avec Aurore, je ressentais pas cette sensation-là. Peut-être parce que c'était... extrêmement intime, tu vois, j'ai l'impression que c'était quelque chose que j'avais pas à partager avec les gens. Mais ça a mis du temps, tu vois, ça a mis plus d'1 an où il a fallu quand même que ça se construise dans ma tête et que j'accepte à un moment de me dire, en fait, ma vie, c'est pas cette vie publique que je mène. En fait, cette personne-là, c'est pas moi, c'est la personne qu'on a dessinée, que mes parents ont façonnée quand j'étais petite, c'est normal, ils ont eu une enfant, ils l'ont éduquée avec leurs valeurs. J'ai grandi comme ça, j'ai grandi avec des envies, j'ai grandi en me construisant des rêves de petite fille. Mais en réalité, la personne que je suis là, adulte, jeune adulte, c'est pas celle-là. Et il faut que j'accepte, il faut que je fasse le deuil. À un moment, il faut que je tranche, tu vois. Et trancher, ça veut dire quitter ce garçon et partir vivre avec la femme que j'aime vraiment, quoi. Et à quel moment la femme que tu
M vraiment est devenu public? Bah, je te dis, au bout de quasiment 1 an, en fait, j'ai eu un électrochoc à l'époque. Avec Aurore, on avait un meilleur ami qui s'appelait Silver et qui était... Enfin, on l'adorait, quoi. Et en fait, Silver est décédé en janvier 2010. Et Silver était en couple avec un garçon, à l'époque. Et ce garçon, qui a perdu l'homme qu'il aime, lui, personne dans son entourage ne savait qu'il était gay. Et il a vécu ce deuil seul. Parce qu'il ne s'est pas senti de le dire, encore moins après le décès de Silver. Et je me suis dit, si demain, il m'arrive quelque chose, si demain, il arrive quelque chose à Aurore, je ne veux pas vivre ça, en fait. Je ne veux pas vivre cette solitude-là. Ma vie, à un moment, c'est à moi de choisir ce que je vais y mettre, quoi. La vie, elle est courte, elle peut vraiment être courte. Silver est décédé, il avait 30 ans. Et donc, j'ai décidé, en fait, de prendre ma vie en main et de me dire, voilà, si demain il m'arrive quelque chose, je veux que le monde entier sache que la personne que j'aime, ce n'est pas ce garçon, c'est une femme et elle s'appelle Aurore. Tu t'es mariée avec Aurore, tes parents étaient présents, ta famille était présente, ils t'ont donc soutenue. Ça a toujours été facile? Non. On s'est mis ensemble en 2009, on s'est mariés en 2015 et toutes les années qui ont précédé ont été très très compliquées pour moi. Parce que voilà, je viens d'un milieu où c'est pas accepté. En tout cas, comme on dit, on a envie que ça se passe... Enfin, ça dérange pas que ça se passe chez les autres, mais pas chez nous, quoi. Donc ça a été compliqué, ça a été très compliqué pour mes parents surtout. Parce qu'en fait, dans leur religion et dans leur éducation, on leur apprend pas à réagir face à ça, tu vois. C'est écrit qu'il faut pas rejeter les homosexuels, qu'il faut les accueillir, etc. Mais les accueillir, ça veut pas dire les aimer pleinement pour ce qu'ils sont, en fait. Il y a presque une notion de pitié qui moi, me gênait beaucoup. Et ma mère, pour elle, ça a été un vrai bouleversement. Elle l'a pas accepté, mais parce que, en fait, elle était persuadée. Elle ne comprenait pas. Elle me disait, je te connais, c'est moi qui t'ai faite, je sais que tu n'es pas comme ça. Ah. Ouais, tu vois, vraiment, elle comprenait pas, quoi. Donc elle pensait que c'était une passager. Une passade, ouais. Et mon père ne disait rien, mais je pense qu'il en pensait pas moins. Et ça a été très compliqué. C'était des années de conflits, des années vraiment complexes. Et finalement, tu vois, un des déclencheurs, ça a été le jour où je leur ai dit, je vais vous présenter Aurore. Et à partir de maintenant, si vous voulez me voir, qu'on continue de se voir de temps en temps, ce sera avec Aurore. Parce qu'elle fait partie de moi. Vous ne pouvez pas accepter qu'une partie de ma personne. On est deux maintenant. Et j'ai fait un peu de chantage et au final, ils ont accepté de la rencontrer et ça a été un vrai déclic. Et ça, je pense que ça peut l'être pour plein d'autres familles. Parce qu'en fait, quand tu mets un visage, quand certains parents apprennent que leur enfant est homosexuel, oh là, ils s'imaginent tout un truc. Enfin, ma mère s'est dit, forcément, elle avait une image hyper caricaturale d'Aurore, de la fille qui a 8 ans de plus que sa fille, qui est hyper masculine, qui a embrigadé sa fille dans un nouveau milieu, etc. Et en fait, quand elle a rencontré Aurore, elle s'est rendue compte que c'était une jeune femme hyper sympa, drôle, etc. Intéressante. Et en fait, elles se sont très bien entendues et ça a beaucoup aidé. Et je pense que c'est ça, quand on met des visages derrière nos grandes théories, en fait, ça fait changer les mentalités. Et le jour de ton mariage, ton père reçoit un SMS de ta tante, donc de sa sœur, si je ne me trompe pas, un SMS qui dit à son frère, à ton père, « Heureusement que nos parents ne sont plus là pour voir ça. » Ça t'a marqué? Oui, ça m'a marqué. En fait, mes grands-parents étaient décédés depuis quelques années. Ils n'ont jamais su, eu à le savoir, que j'étais avec Aurore. Mais moi, j'ai toujours été persuadée qu'ils l'auraient... bizarrement, alors qu'ils étaient aussi très catholiques, etc. Je suis persuadée qu'ils l'auraient accepté. Et j'ai une de mes tantes qui est clairement homophobe et plein d'autres choses. Et quand elle a envoyé ça à mon père le jour de mon mariage, ça m'a choquée, ça m'a mise en colère parce que je me suis dit, mais en plus utiliser, tu vois, quelque chose d'hyper fort, enfin l'absence des parents. Et puis parler pour des personnes qui sont absentes. Ouais, voilà. Aussi. Bon, elle n'était pas à mon mariage. C'est la seule personne d'ailleurs que je n'ai pas invitée. Parce que j'ai invité beaucoup de gens de mon entourage, tu vois, beaucoup de gens de ma famille, mais en sachant très bien que la plupart étaient allés manifester au Manif pour tous contre le mariage. Ils sont venus? Pas tous. En fait, c'est vraiment à ce moment-là, j'avais envie de leur laisser le choix. Même ceux dont je savais qu'ils étaient allés à toutes les manifs à fond, je voulais leur laisser le choix et les laisser face à vraiment un cas de conscience. Et certains ont été très honnêtes. Ils m'ont écrit un petit mot en me disant, écoute, je t'aime, mais je suis opposée au mariage de deux femmes. Je ne serai pas là. Bon courage, au revoir. Bon, c'est pas des gens dont j'ai envie de m'entourer aujourd'hui, mais au moins il y avait l'honnêteté de dire les choses. Ça a été quelque part une passoire, ce mariage. Oui, très bien, mais si tu veux, on a invité beaucoup de monde et au final, les personnes qui étaient là, c'était celles qui avaient vraiment envie d'être là. Il y en a qui m'ont répondu des fausses excuses,
mais je connaissais le fond de leurs pensées. Et puis il y en a qui sont venus. Il y en a qui sont venus parce que vraiment ils nous soutenaient depuis le début. Il y en a qui sont venus aussi un peu par curiosité. Mais c'est pas grave, enfin, moi j'étais hyper heureuse, je me disais, mais dans la salle, il y a des gens, mais jamais de leur vie, ils auraient pu imaginer se retrouver un jour dans une petite mairie de province comme ça, à marier 2 femmes, quoi. Et à chaque fois, je leur dis, mais c'est une première pour vous, mais c'est une première pour moi aussi. Je me suis jamais mariée, j'ai jamais assisté à un mariage entre 2 femmes. Allons-y tous ensemble, en fait, c'est de l'amour. Bourgeoise, Marie-Clémence, c'est une tare? Je pense, oui, aujourd'hui, en fait, on a une image aussi hyper caricaturale des bourgeois, et je le comprends complètement, tu vois. Moi-même, des fois, j'ai l'impression d'être un peu une caricature de moi-même, avec certains réflexes, tu vois, de mon enfance, d'enfant de bonne famille, comme on dit chez moi. On vit très bien avec, hein. On vit bien avec, mais ouais, c'est pareil, c'est des choses qui doivent être amenées à disparaître à un moment. Il faut unifier un peu tout ça, tu vois. Pourquoi? Parce que je pense que je sais pas, en fait, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, on peut sortir un peu de tous ces stéréotypes et de toutes ces cases, tu vois. J'en suis la preuve. C'est pas parce que j'ai eu une éducation catholique et bourgeoise que j'ai pas le droit d'être mariée avec une femme, que j'ai pas le droit d'avoir des opinions politiques différentes de celles de ma famille. Moi, j'aime le mélange des genres, j'aime le mélange des styles, etc. Tu vois, donc je pense que il faut un peu oublier tous ces traits de caractère, tous ces traits de vie un peu caricaturaux, tu vois. On parlait du mariage Ouais. avec ta compagne Aurore. Je te pose la même question. Se marier avec une femme, c'est une tare aujourd'hui? Pour certains? Bah pour certains, oui, parce qu'il y en a encore malheureusement qui, dès qu'ils en ont l'occasion, vont manifester dans la rue pour s'opposer au mariage pour tous. Alors que la réalité, c'est que quand le mariage est passé, il y en a plein qui étaient contre, parce qu'ils avaient l'impression que tous les homosexuels de France allaient vouloir se marier et puis divorcer dans la foulée, etc. Il n'y a pas plus de mariage, il n'y a pas plus de divorce, tout le monde va bien et ça n'a pas changé leur existence en fait. Moi j'ai le droit de me marier, je suis très heureuse, et puis ceux les hétéros qui étaient opposés à ça, ça n'a pas changé leur quotidien, et c'est ça que je revendique souvent, c'est occupez-vous des choses qui vous concernent en fait. Les homos, les couples homos en France, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'ils sont sur le même pied d'égalité qu'un hétéro, qu'un couple hétéro? Non, il y a plein de choses qui sont très différentes, mais même... En fait, moi, je parle souvent d'homophobie ordinaire, tu vois, parce que... Qu'est-ce que c'est? En fait, on entend beaucoup parler d'homophobie, l'homophobie qui est violente, brutale, et qui va être celle de la rue, celle des insultes, celle de couples d'hommes qui s'embrassent dans la rue et qui se font fracasser. Donc il y a ça qui est terrible, qui est brutal sur les réseaux sociaux aussi. Enfin, on voit dès qu'un couple d'hommes s'embrasse ou un couple de femmes s'embrasse, c'est un flot de messages d'insultes. Mais il y a aussi une autre forme d'homophobie dont on parle moins, qui est donc l'homophobie quotidienne, tu vois. Et ça va être, par exemple, moi, on m'a jamais posé autant de questions sur ma sexualité, mes relations sexuelles, depuis que je suis avec Aurore. Des questions qu'on ne m'avait jamais posées avant quand j'étais avec un homme. Tu vois, et parfois je me retrouvais face à des gens qui me posaient des questions, j'étais un peu mal à l'aise, je me disais, bon, bah, je vais leur répondre. Ah, Ils sont curieux. du style qui fait l'homme, qui fait la femme. Ouais, tu vois, ce genre de choses. Et après, je me disais avec le recul, je me disais, mais pourquoi est-ce que je dois leur répondre, en fait? Pourquoi est-ce que je dois leur répondre? Parce que, en fait, c'est de l'homophobie, c'est marquer une différence, tu vois, tu dois te justifier sans arrêt. Pourquoi est-ce que tu aimes cette femme? Qu'est-ce qui t'attire chez elle? Un mec, ça te manque pas trop? Enfin, tu vois, plein de questions comme ça. Et donc ça, c'est une forme d'homophobie au quotidien. C'est encore aujourd'hui, tu vois, si je suis avec Aurore ou avec notre fille, souvent on va nous dire, il est où le père? Enfin, tu vois, c'est plein de choses comme ça. Les gens savent qu'on est 2 femmes ensemble, il n'y a pas question de père, il n'y a pas de papa, enfin, tu vois. Les gens, parfois, c'est de la maladresse, mais au fond, c'est une forme d'homophobie qui grandit avec l'éducation que chacun a pu avoir. Vous êtes les heureuses parents d'une petite Charlie qui a quel âge déjà? 2 ans? Elle a 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi, c'est ça. Et pourtant, s'il arrive, on touche du bois, quoi que ce soit à Aurore, elle n'a aucun droit sur votre fille. Alors ça, c'était le cas, effectivement, au moment de la naissance de Charlie. Et ça, moi, j'ai ignoré, je m'étais dit, bon, bah, on a le droit de se marier. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'avoir des enfants. Le jour de notre mariage, on nous a quand même remis un livret de famille, tu vois, le fameux livret de famille où on peut noter tous les noms. Et quand notre fille est née, je me suis dit, super, on va pouvoir noter Charlie dessus. Ben non, on nous a dit non. Mais pourquoi? Ah mais parce que Aurore n'est pas du tout reconnue comme sa deuxième mère. Et donc on a dû faire toute une démarche d'adoption plénière. Donc tu passes au tribunal, etc. Tu montes un dossier. Alors
Nous, on a eu de la chance, au total, ça a pris 1 an, mais tu as des couples pour qui ça prend 2-3 ans, où il faut des témoignages, il faut de l'entourage, où il faut prendre un avocat, etc. Et pendant toute cette période-là, effectivement, s'il m'était arrivé quelque chose, Aurore n'aurait eu aucun droit. Ou même si on s'était séparés, tu vois. Si on s'était séparés, je lui avais dit, écoute, je me barre avec l'enfant, elle n'aurait rien pu faire. C'est-à-dire que ça nous laisse dans une insécurité immense. Moi, j'ai eu peur pendant 1 an. Tu vois, j'ai même eu peur avant d'accoucher. Je me disais, mais imagine, il m'arrive quelque chose au moment de l'accouchement. Cet enfant, tu l'as désiré autant que moi, c'est ton projet aussi, tu l'aimes de la même manière que moi et on pourrait te le retirer. Donc c'est une inégalité qui est immense. C'est un enfant que vous avez eu grâce à la PMA? Oui. Donc ça veut dire que c'est toi qui as porté l'enfant? Oui. C'est quoi la PMA exactement? Alors la PMA, donc c'est procréation médicalement assistée. En gros, dans la PMA, vous pouvez, par exemple, un couple hétérosexuel en France peut très bien avoir besoin d'une PMA parce que naturellement, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Pour les couples de femmes, il y a 2 solutions. En fait, c'est soit on fait une insémination, donc en gros, une des 2 mamans se désigne comme celle qui va porter l'enfant, et il faut un donneur. Donc le donneur, nous on est partis en Espagne, à San Sebastián, parce que c'était... Ça se fait pas en France? Alors en France, c'est interdit pour les couples de femmes et pour les femmes seules. C'est-à-dire qu'un couple hétéro peut avoir accès à la PMA sans problème. En France? En France. Donc ça, c'est une inégalité. Ah mais oui. Totale. Oui, oui, complète. Alors, la loi est en train de passer, c'est en train de changer, mais bon, les choses prennent toujours beaucoup de temps. Donc pour le moment, c'est toujours strictement interdit. Donc c'est souvent Belgique ou Espagne, il me semble. Voilà. La plupart du temps, c'est Belgique ou Espagne parce que c'est plus proche, parce qu'ils ont l'habitude. Là-bas, les cliniques, les médecins, ils parlent français. Leur clientèle favorite, c'est les Françaises, tu vois, qui viennent et qui payent aussi. Parce que l'inégalité, elle est là souvent, tu vois, et on l'oublie. C'est qu'une insémination, c'est-à-dire que juste un essai pour un donneur, c'est 1 500 €. En tout cas, dans la clinique où je suis allée en Espagne, tu vois. Alors, t'imagines, là, on a fait plusieurs essais, etc. J'ai dépensé, avec Aurore, on a dépensé des milliers d'euros pour avoir un enfant. Et tu te dis qu'un couple en France peut faire ça en étant pris en charge, etc., sans problème. Enfin, c'est un gouffre énorme, quoi, entre les 2. Pourquoi s'opposer à la PMA pour toutes en France? En fait, il y a beaucoup de gens que ça met très mal à l'aise parce qu'en fait, ils ont une image complètement caricaturale de l'enfant fabriqué de toutes pièces avec des pipettes, etc. Tu vois. Et ils ont l'impression qu'on enlève à ces enfants une partie de leur histoire et qu'on leur enlève un père. Souvent, c'est le discours des gens qui sont contre ça. Ils me disent, voilà, mais ton enfant, un jour, elle va réclamer un père, ça sera un manque à vie, etc. Mais en fait, ma fille n'a pas été abandonnée. Tu vois, elle n'a pas été abandonnée par un père. Parce que ça, effectivement, ça peut laisser une marque à vie quand tu as un papa qui s'est barré pendant la grossesse ou après. Bien sûr, ça voilà. laisse des marques, ça laisse des séquelles. Voilà. Là, il n'y a pas eu d'abandon, en fait. Elle a été désirée, elle a été conçue dans l'amour, elle a ses 2 parents. À aucun moment, il y a d'abandon et il y aura de souffrance. Voilà. Et si elle me pose des questions un jour, parce qu'elle m'en posera, enfin, je veux dire, là, elle a 2 ans et demi, on lui explique déjà les choses. Et elle comprend complètement. Elle me dit... moi j'ai 2 mamans, mon copain Mathis il a un papa et une maman, moi j'ai pas de papa, c'est très clair. Et là, c'est drôle parce qu'il y a encore quelques jours, j'ai vu un de ses petits copains, encore une fois ils ont 2 ans, qui lui a dit et ton papa il vient te chercher, elle a dit moi j'ai pas de papa, j'ai 2 mamans. Enfin, et le petit l'a fait, d'accord, puis il est parti. Et en fait ça lui a pas posé de problème, il s'en fout, il a 2 ans et puis il accepte son amie telle qu'elle est. T'as galéré pour avoir un enfant? Alors pour Charlie, j'avais l'impression d'avoir galéré, maintenant je comprends ce que c'est que de galérer. Pour Charlie, on a fait un essai qui a été un échec et le 2e essai a fonctionné. Ouais. Et là, on essaye d'avoir un 2e enfant. Et là, on galère un petit peu plus parce qu'on a fait 4 essais. Au 4e essai, ça a fonctionné. Et malheureusement, j'ai fait une fausse couche à 3 mois de grossesse cet été. Donc ça a été extrêmement difficile. Mais j'ai pas le choix, donc on continue, on s'accroche. Et je crois que vous cherchiez, vous vouliez le concevoir, pardon, avec le même donneur de sperme. Oui. C'est ça? Pour quelle raison? Le même que celui qui vous a permis d'avoir Charlie? Oui. Alors en fait, on ne choisit pas le donneur. Oui. Ça, en tout cas, dans la clinique où on est nous, on ne choisit pas le donneur. C'est la clinique qui choisit le donneur en fonction des critères physiques de la 2e maman. C'est-à-dire qu'ils vont prendre, par exemple, pour Charlie, le donneur, il est un peu comme Aurore, il a la peau claire, il a les yeux verts, il a les cheveux blonds. On n'a pas plus d'informations d'ailleurs sur lui, à part son année de naissance et sa taille. Et on voulait idéalement avoir le même donneur.
C'était plus pour être rassuré. On s'est dit, voilà, on a déjà une petite fille qui est en pleine forme. Et puis, ça permet de créer aussi un lien génétique entre les deux, qu'ils aient les mêmes gènes. Et on nous a dit, voilà, il reste suffisamment pour faire 2 essais de stock, pour faire 2 essais avec ce même donneur. Sauf que, voilà, on a grillé nos cartes, ça n'a pas marché. Donc là, on est reparti sur tout un processus de PMA, mais avec un nouveau donneur qui est encore un inconnu. Pour la 2e grossesse, oui. C'est ça? Ouais. Et moi, je suis tombée sur un article de ton blog qui s'appelle Fausse couche, dans lequel tu décris, c'est assez violent à lire, mais je pense que c'est parce que ça a été très violent à vivre. Également, tu décris la fausse couche au moment où vous souhaitiez donc avoir ce 2e enfant. Comment c'est arrivé? Comment est-ce que tu as eu les premiers signes? Ça a été la chute, c'est-à-dire que j'ai passé tout mon été là, cette année fatiguée, malade, etc. Comme un premier trimestre de grossesse, mais tout allait quand même plutôt bien. J'avais tous les symptômes, etc. Et puis vraiment à 1 semaine de la fameuse échographie des 3 mois qui en général rassure les parents et permet de l'annoncer à tout le monde, j'ai commencé à avoir quelques douleurs, quelques saignements et donc je suis allée à l'hôpital faire un contrôle. Et c'est au moment du contrôle qu'ils m'ont dit en fait il n'y a pas d'activité cardiaque et le cœur de votre bébé s'est arrêté déjà il y a peut-être 2 semaines. Donc ça a été un choc immense pour moi. Parce qu'en fait, pendant ces 2 semaines-là, moi j'étais persuadée que tout allait bien. Mon ventre s'était arrondi, j'avais des nausées, enfin, j'avais aucun signe négatif, j'avais eu aucune douleur, j'ai reçu aucun coup, rien. Et en fait, mon corps le maintenait complètement cet enfant en moi et j'ai pas fait vraiment de fausse couche. Et c'est une fois qu'ils me l'ont annoncé, où évidemment ça a été un énorme choc, que dans les 24 heures qui ont suivi, là j'ai fait une vraie fausse couche physiquement, où j'ai expulsé le bébé et ça a été traumatisant. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a énormément de femmes qui ont déjà vécu ça. Mais énormément. Et quand je l'ai annoncé publiquement, j'ai reçu des milliers de messages de femmes qui disaient « Ah, moi aussi, je l'ai déjà vécu, attends-moi, 1 fois, 2 fois, 3 fois. » Et en fait, personne n'en parle. Les femmes n'en parlent pas et elles le vivent chacune de manière extrêmement solitaire. Comme une honte. Comme si... Une honte. Oui, peut-être qu'il y a une peur il y a une forme de culpabilité parce que forcément tu te remets en question sur le coup, tu te dis attends, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai fait trop de sport? Est-ce que j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas? Et puis en fait, le problème c'est que souvent les gens dans ces moments-là disent oh, t'en as déjà un, ça va aller, ou tu sais, il y a une grossesse sur 3 qui s'arrête naturellement, c'est qu'il n'était pas viable, etc. Donc les gens veulent sans arrêt très gentiment rassurer et du coup on a presque honte d'être mal parce qu'on se dit ah bah oui, c'est vrai que là, j'en fais un peu trop, je suis au fond de mon lit, je suis triste, mais bon, allez, il faut que je me dise que quand même j'ai déjà une petite fille. Et en fait, on nous force un peu trop vite à relativiser et à continuer. Et allez, recommencer, vous en aurez bien un autre, ça va marcher. Et du coup, on se laisse souvent pas le temps de vivre ça pleinement comme un deuil, alors qu'il y a des femmes, toutes m'ont dit, effectivement, c'est pas quelque chose que tu vas pas pleurer cet enfant toute ta vie, mais 20 ans, 30 ans après, t'y penseras encore. Tu vois, c'est pas du tout quelque chose que tu peux oublier, que tu aies fait une fausse couche à 3 mois ou à 6 mois, tu vois. Et toutes ces photos que vous postez en famille avec ta compagne Aurore et votre fille Charlie sur ton compte Instagram, est-ce que c'est pas une façon quelque part de dire, regardez, on s'en sort très bien, on est un couple de femmes, mais on est un couple, je déteste ce mot, j'y mets des gros guillemets, normal. Oui. Mais c'est ça souvent, et les gens me répondent oh, c'est fou parce que, tu vois, j'ai plein de jeunes qui m'écrivent, qui ont 15 ans, 20 ans, et en fait, qui sont persuadés parce qu'ils sont homosexuels, ils vont forcément avoir une vie marginale, tu vois. Ils vont forcément être en marge de la société, ils vont devoir avoir une vie un peu différente. Et souvent, ça les rassure de voir qu'en fait, on a une vie absolument lambda, avec ses hauts, ses bas, il y a Noël, il y a les vacances, il y a l'école, il y a toutes ces choses-là. Et qu'en fait, c'est possible d'avoir cette vie-là, tout en étant un couple considéré comme différent par la société, tu vois. Et ça les rassure et ça leur donne envie encore plus de fonder eux-mêmes leur famille ou, tu vois, de s'intégrer complètement. C'est quoi une vie normale? C'est la vie, tu vois. C'est les mêmes problèmes que tout le monde. C'est la fatigue d'être parent aussi, tu vois. C'est pas parce que j'ai désiré cet enfant plus que tout et que je me suis battue pour l'avoir qu'il n'y a pas des jours où ma fille, elle m'épuise et que j'en ai marre et que c'est fatigant d'être maman. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les gens parlent de normalité, est-ce que la normalité, c'est pas une histoire de culture, en fait? Oui, si, complètement. D'habitude. On est toujours aussi. la normalité de quelqu'un, tu vois, et on est différent tout le temps de quelqu'un. Et en fait, c'est ça aussi, c'est une question de point de vue, finalement, tu vois. Et
Et souvent, les gens ont une image, encore une fois, hyper caricaturale des couples de femmes. Et puis, quand ils voient notre vie, ils font « Ah, bah, c'est juste ça. Bon, bah, très bien, bah, faites votre vie, soyez heureuse, tu vois. » Et puis, ils passent leur chemin. Et c'est ça que j'ai envie de montrer. Et souvent aussi, les gens me disent « Pourquoi tu montres le visage de ta fille ?» Parce que j'ai hésité, tu vois. Je me suis dit « Est-ce que je vais exposer ma fille aussi sur les réseaux sociaux ?» Et en fait, pareil, j'ai fait ce choix-là. Alors, peut-être qu'elle me reprochera plus tard si on en parlera ensemble, mais... j'ai fait ce choix-là aussi parce que j'ai envie de montrer à tous ceux qui sont contre les familles homoparentales qu'il y a des visages, en fait. Encore une fois, moi, je suis persuadée que quand tu mets de l'humain derrière, quand tu mets un visage, un sourire, la voix d'une petite fille, tu peux pas lui souhaiter d'être malheureuse, en fait. T'es juste trop heureuse. Et les gens me disent, bah oui, ta fille, elle a l'air trop heureuse avec ses deux mamans, tout va bien, c'est une petite fille normale, elle est hyper souriante, elle est épanouie. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de la montrer. Et tu finis ce fameux article qui s'appelle Fausse couche par cette phrase. Tu dis PMA, je reviendrai, PMA, je gagnerai. Vous êtes en guerre? Ouais, complètement. Oui. C'est un combat et encore, je sais qu'on a beaucoup de chance parce qu'il y a des couples pour qui ça met beaucoup plus de temps. Mais ouais, c'est un combat. En fait, c'est pas... tu sais, une PMA, c'est pas juste je me pointe dans une clinique, on m'insémine et puis je ressors et c'est bon, je suis enceinte. C'est des mois de procédure, c'est beaucoup d'argent, c'est des piqûres tous les jours, c'est de l'attente, c'est des douleurs physiques. Alors, une fois que tu as ton enfant, t'oublies très vite. C'est-à-dire que moi, j'ai oublié presque aujourd'hui tout ce que j'ai pu endurer pour avoir ma fille. Mais là, pour avoir ce deuxième enfant, là, je peux te dire que c'est difficile. C'est-à-dire que le corps, il est marqué, et puis hormonalement aussi. C'est-à-dire que tu t'injectes des hormones, tout ça, c'est... En fait, tu as l'impression de soigner un corps malade, comme si tu avais une maladie, que tu devais te piquer et prendre des cachetons tous les jours. Sauf qu'en fait, tu n'es pas malade, et tout ce que tu veux, c'est avoir un enfant, quelque chose qui des choses les plus naturelles du monde, tu vois. Tu vas le gagner, ce combat? Oui, je le sais. En fait, parfois on me demande est-ce que t'as pas envie de lâcher l'affaire et puis c'est bon, t'as déjà un enfant et voilà. Mais ma fille, elle me réclame un petit frère ou une petite sœur. J'ai envie de le faire pour elle et puis je supporte pas de me laisser la vie, enfin ou les choses trop décidées pour moi. Tu vois, je me dis. À un moment, j'ai pas le choix. Si je veux que ça marche, si je veux un deuxième enfant, j'ai pas de plan B, tu vois, j'ai pas d'autre solution. Il faut que j'y aille. Donc on y retourne, on peut pas attendre que ça arrive par magie. Donc on y retourne, on y va, et puis il y a bien un moment où ça marchera. Et ben vous le gagnerez ce combat avec Aurore, j'en suis sûre. sûre. On en reparlera. On ne choisit pas qui on aime, aux éditions Flammarion de Marie-Clémence Bordé-Niquez. Merci pour cette entrevue en toute intimité. Je suis chrétienne, bourgeoise et mariée avec une femme. Découvrez son histoire dans ce livre que vous trouverez de partout, que ce soit en bonne librairie ou sur Internet. Voilà, on peut également le commander. Ton compte Instagram, c'est Marie-Clémence B. Oui, tout à fait. Encore merci. Merci à toi. Pour ton témoignage. Merci à vous, à la maison, pour votre fidélité et pour votre ouverture d'esprit. C'est important. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Et d'ici là, prenez soin de vous parce que vous le savez, et que quand on est positif, qu'on avance dans la vie. Bye bye.